Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 27 mars 2025. Dans les actualités de ce jour, accueillir la 5e sommet de la COI est une grande opportunité pour Madagascar, a déclaré aujourd'hui le maire d'Andouaranfoot, ceux de l'opposition qui n'acceptent pas la participation de Madagascar à la COI et tentent de semer des troubles à cet effet ne vise pas l'intérêt du pays, poursuit-il. La commune d'Andouaranfoot qui se prépare déjà à l'accueil de ce grand événement du fait de sa proximité avec le palais d'État d'Iavlou et les invités à ce sommet y passeront. Reportage sur les images de Anzar Khadzanarville. L'accueil du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien, ou COI, et du président français Emmanuel Macron sont très importants pour Madagascar, a déclaré le maire de la commune d'Andouaranfoot. Selon ce dernier, l'accueil de cette rencontre internationale apportera de nombreuses opportunités pour le pays, notamment la visibilité de Madagascar sur la scène internationale. Quant à la commune d'Andouaranfoot, en plus des activités quotidiennes de la commune, elle procède déjà à l'entretien et au nettoyage de la ville dans le cadre de l'accueil de cet événement. En effet, les invités d'honneur du sommet doivent y passer pour rejoindre le palais d'Iavlou. Le maire de la municipalité d'Andouaranfoot a déclaré qu'il est temps de se concentrer sur le développement du pays et les perturbations ne sont plus nécessaires maintenant que Madagascar va accueillir cet événement d'envergure internationale, a-t-il souligné. Ainsi, il lance un appel à l'opposition qui tente toujours de semer des troubles à l'approche de ce sommet. Il convient de rappeler que le 5e sommet de la COI se tiendra à Madagascar le 24 avril. Ensuite, Madagascar fait face à une augmentation significative des migrations internes, notamment à cause des facteurs socio-économiques et environnementaux actuellement. Face à cette situation, une cérémonie de présentation de la stratégie nationale de sécurité humaine s'est tenue aujourd'hui, fruit d'une coopération entre le PNUD et l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Reportage signé Fanjassina Mireille et Yves Janel. Les facteurs socio-économiques et environnementaux sont notamment les principales causes de la migration interne à Madagascar. La migration interne qui a un impact direct sur les secteurs clés tels que l'emploi, l'éducation, la santé et le développement territorial, selon les informations. Cependant, de plus en plus d'habitants font de la migration interne à Madagascar. Et si elle n'est pas accompagnée de manière appropriée, elle peut exacerber des vulnérabilités et fragiliser la cohésion sociale. Raison pour laquelle, avec l'appui du Fonds spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine, l'OIM et le PNUD ont travaillé ensemble avec les autorités nationales pour élaborer une stratégie intégrée et durable. Cette stratégie est un appel à l'action pour préserver la dignité et la sécurité de chaque individu affecté par ces migrations internes. Cette stratégie nationale a été élaborée pendant plusieurs mois. Et 99 nouveaux magistrats de la promotion Quinti récemment diplômés la semaine dernière ont prêté serment aujourd'hui avant de prendre officiellement leurs fonctions. Aucun d'entre eux ne sera affecté à Antananarivo. Ils seront envoyés dans les tribunaux où seul le président de tribunal et un juge sont actuellement en poste. Ces nouveaux magistrats spécialisés dans le contentieux entre particuliers, les litiges opposant les citoyens à l'État et à la Cour des comptes sont attendus sur plusieurs fronts. On attend d'eux, avant tout, de l'humilité et un engagement sans faille dans la lutte contre la corruption. En santé, environ 350 à 400 patients par jour viennent auprès du CHU SSPA Analake, l'ex-Institut d'hygiène sociale. Ce centre a organisé une porte ouverte. Aujourd'hui, les centaines de personnes qui sont venues se faire consulter et soigner gratuitement sur place ont pu bénéficier des soins de spécialité. Reportage sur les images de Anzar Khadzanarville. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de soins de santé gratuits au CHU SSPA Nalakei, ex-Institut d'hygiène sociale aujourd'hui, dans le cadre d'une journée porte ouverte. En collaboration avec divers partenaires et fondations, tout un chacun a pu bénéficier entre autres de planification familiale, des consultations ophtalmologiques, de dépistage et prise en charge du diabète, de dépistage et prise en charge du syphilis et du VIH, de dépistage et prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein, ainsi que des consultations externes telles que l'allergologie, la pneumologie, la dermatologie et la pédiatrie.
L'objectif étant de garantir l'accès à des soins de qualité pour les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, tout en les sensibilisant sur les offres de soins disponibles et les comportements sains à adopter. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 3 piliers de l'État dans le développement du capital humain et la priorisation des aspects sociaux, selon les informations. Le CHU SSPA Analakeli organise une journée porte ouverte comme celle-ci 2 fois par an et la prochaine édition pour cette année sera au mois de septembre. Et l'éducation est une priorité pour la commune urbaine d'Antananarivo. Selon la maire Arla Laramanantsou, l'objectif est de rénover ou de construire 93 écoles primaires publiques dans les 6 arrondissements de la capitale. Cette initiative se réalise grâce à des partenariats avec le privé. Aujourd'hui, le PP Ankourjan, récemment rénové, a été inauguré. Routsu Cristal Rakout Malal et Yves Janel nous en disent plus. Auparavant, les élèves de l'EPP Ankourjan se plaignaient de la dégradation des infrastructures scolaires et du manque d'espace dans les salles de classe. L'éducation est pourtant primordiale pour le développement. Pour concrétiser cette ambition, l'État collabore avec le secteur privé. De nombreuses entreprises ont répondu à l'appel pour rénover le PP d'Ankourjan. Cette initiative s'inscrit dans leur politique de responsabilité sociétale ou RSE. En outre, le groupe Viséo prévoit plusieurs projets pour cette année, notamment la rénovation d'au moins 7 EPP, dont 4 sont déjà en cours, explique Mustafa Iriji, son président. Pour la maire de la capitale, Arla Laramanantsou, de telles rénovations sont essentielles. L'objectif est de réhabiliter ou de construire 93 établissements scolaires à travers les 6 arrondissements. Le PP rénové peut désormais accueillir 500 élèves. Les travaux ont porté sur la cour de l'école, le portail, la mise en place de poubelles ainsi que la réhabilitation du réfectoire et du logement du gardien. Améliorer l'éducation et promouvoir le sport à Madagascar, c'est l'engagement de Vivo Énergie à travers des actions concrètes. Dernière initiative en date, la réhabilitation de l'EPP et du CEG d'Ambouipou avec la construction d'un terrain de football et l'amélioration des infrastructures scolaires. Publie reportage. Vivo Énergie, connu pour la distribution des carburants et lubrifiants Shell à Madagascar, renforce son engagement sociétal en soutenant l'éducation et le sport. Hier, l'entreprise a offert aux élèves de l'EPP et du CEG d'Ambouipou des tables-bancs fabriqués à partir de palettes recyclées. En parallèle, les salles de classe et la bibliothèque ont été entièrement rénovées, offrant aux élèves un cadre d'apprentissage plus confortable et adapté. Ce projet s'inscrit dans un partenariat de plus de 10 ans avec le ministère de l'Éducation. Une initiative qui sera progressivement étendue à d'autres établissements du pays afin d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves. Côté sport, Vivo Énergie a également soutenu l'événement Alefa Barea qui s'est tenu au stade Barré hier. Un match caritatif réunissant des figures emblématiques du football malgache et international. L'objectif était de collecter des fonds pour la construction d'un terrain de foot au CEG d'Ambouipou. Plus qu'un simple don, un investissement dans l'avenir des jeunes. Avant ce match, certains joueurs, accompagnés des responsables, étaient venus à l'EPP et au CEG d'Ambouipou pour discuter avec les élèves. C'est assez compliqué, déjà c'est un sport collectif, donc comme on a dit, il faut générer du collectif. Après, comme dans tout dans la vie, il faut travailler. Il n'y a pas de secret, que ce soit du foot, l'école, rugby, n'importe quoi dans la vie, il faut travailler, il faut se donner les moyens de réussir. Donc pour moi, la première valeur de la réussite, c'est le travail. Et après le sport, de façon différente, je pense surtout le sport comme mon amusement. Il faut le prendre vraiment pour t'amuser, pour générer des belles valeurs, parce que ça génère des valeurs collectives qui sont importantes. Et après, si tu dois réussir dans la vie, dans le football, tant mieux. Mais ce qui est essentiel, c'est de réussir en tant qu'homme ou femme. Et je trouve que le sport nous permet de réussir de ce côté-là. Donc c'est un accompagnement pour le réussite de la vie aussi, pas qu'un objectif en soi. Le message que je dois vous passer, je pense, de croire à vos rêves. Parce que moi, j'ai rêvé. Et c'est pas facile de parler, hein, mais j'ai rêvé. Mais
Même certes, il y a des barrières, on manque des encadrants, on manque plein de choses, mais vous pouvez arriver. Et surtout, étudiez bien à l'école. Selon le vice-président exécutif Maghreb et Océan Indien de Vivo Énergie, Vivo Énergie croit fermement que l'éducation va bien au-delà des salles de classe. Elle passe aussi par le sport et la culture. Tout ce qu'il fait, c'est pour les enfants, car ils sont l'avenir de Madagascar. Grâce à cet événement, Vivo Énergie contribue non seulement à l'éducation des jeunes malgaches, mais aussi à leur épanouissement à travers le sport. Une initiative qui, espérons-le, inspirera d'autres acteurs à suivre cet exemple. Et les routes dont le Foukontin d'Antsalav et Ambouimiad dans la commune de Bongatsar, dont les habitants se plaignent depuis de nombreuses années, feront l'objet de réhabilitation. Des partenaires ont accepté de coopérer avec la municipalité. Dans ce sens, a déclaré le maire aujourd'hui. Reportage de Rad Ramananzatouf. Cette route dans le Foukontin d'Antsalav, commune de Bongatsar, est presque impraticable et glissante durant la saison des pluies. Cela fait de nombreuses années qu'il n'y a eu aucun entretien, d'après les résidents. Les parents sont obligés de porter leur enfant sur leur dos pour aller à l'école. C'est également le cas pour cette route dans le Foukontin d'Ambouimiad. Même les badjadj, qui sont les moyens de transport des habitants dans ce Foukontin, ne peuvent plus y circuler quand vient la saison des pluies. Face aux plaintes des habitants, ces routes feront l'objet de réhabilitation. Des partenaires ont accepté de coopérer avec la municipalité dans ce sens, a déclaré le maire. Les travaux débuteront par la réhabilitation des points noirs, selon les informations. À noter que ces routes à réhabiliter relient plusieurs Foukontagnes dans la commune de Bongatsar. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Ukraine pour commencer, Emmanuel Macron a annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine à la veille d'un sommet que le président français organise à Paris. Il a par ailleurs affirmé que la Russie avait montré sa volonté de guerre. Reportage sur les images de France 24. Alors je me trouve sur le site d'une frappe de drone Shahed ici à Kharkiv, dans un quartier résidentiel. Vous pouvez voir derrière moi les secours qui sont en train de travailler dans les décombres, d'éteindre les incendies. Il s'agissait d'un marché aux fruits et légumes qui a été frappé. Il y a eu une vague de 15 drones qui ont été lancés sur la ville d'1 million d'habitants par les forces russes cette nuit. Ce n'est qu'un des sites de frappe. Et autour de ce site, eh bien, il y a les habitations de civils qui ont été donc touchés par ce qui s'est passé, notamment cette maison dans laquelle habite un monsieur de 72 ans et sa petite fille a été blessée à l'œil par un éclat de verre. Elle a été emmenée immédiatement à l'hôpital et il nous a expliqué que pour lui, il fallait rester ici, qu'il ne considérait pas l'idée de quitter Kharkiv et qu'il voulait absolument rester là. Mais ce qu'il nous a dit également, c'est que pour lui, cette campagne des Russes est délibérée. On les a vus, ils ont frappé chaque nuit une ville différente, des villes qui sont loin finalement des lignes de front. Hier soir, alors même que ces négociations étaient en train d'être annoncées, les résultats étaient en train d'annoncer à Riyad, eh bien ils ont frappé la ville de Kryvyi, la ville du président Zelensky. Nous-mêmes avons été à Kropyvnytsky sous ces drones avec l'équipe de France 24. Donc on voit que tous les soirs, c'est une ville différente qui est frappée. Odessa, Zaporizhia, Kiev, ce soir Kharkiv. Et ce que nous disent les gens du quartier ici, c'est qu'eux ont l'impression qu'il s'agit effectivement d'une campagne de terreur avec un objectif, forcer les Ukrainiens à faire la paix, à accepter un cessez-le-feu aux conditions russes, parce qu'ils seront trop effrayés de faire autrement. Ensuite, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré jeudi 27 mars que la Russie avait lancé 86 drones et un missile balistique au cours d'attaques nocturnes. Reportage signé France 24. Alors je me trouve sur le site d'une frappe de drone Shahed ici à Kharkiv, dans un quartier résidentiel. Vous pouvez voir derrière moi les secours qui sont en train de travailler dans les décombres, d'éteindre les incendies. Il s'agissait d'un marché aux fruits et légumes qui a été frappé. Il y a eu une vague de 15 drones qui ont été lancés sur la ville d'1 million d'habitants par les forces russes cette nuit. Ce n'est qu'un des sites de frappe. Et autour de ce site, eh bien, il y a les habitations de civils
qui ont été donc touchés par ce qui s'est passé, notamment cette maison dans laquelle habite un monsieur de 72 ans et sa petite fille a été blessée à l'œil par un éclat de verre. Elle a été emmenée immédiatement à l'hôpital et il nous a expliqué que pour lui, il fallait rester ici, qu'il ne considérait pas l'idée de quitter Kharkiv et qu'il voulait absolument rester là. Mais ce qu'il nous a dit également, c'est que pour lui, cette campagne des Russes est délibérée. On les a vus, ils ont frappé chaque nuit une ville différente, des villes qui sont loin finalement des lignes de front. Hier soir, alors même que ces négociations étaient en train d'être annoncées, les résultats étaient en train d'annoncer à Riyad, eh bien ils ont frappé la ville de Kryvyi, la ville du président Zelensky. Nous-mêmes avons été à Kropyvnytsky sous ces drones avec l'équipe de France 24. Donc on voit que tous les soirs, c'est une ville différente qui est frappée. Odessa, Zaporizhia, Kiev, ce soir Kharkiv. Et ce que nous disent les gens du quartier ici, c'est qu'eux ont l'impression qu'il s'agit effectivement d'une campagne de terreur avec un objectif, forcer les Ukrainiens à faire la paix, à accepter un cessez-le-feu aux conditions russes, parce qu'ils seront trop effrayés de faire autrement. Et Donald Trump a accru mercredi 26 mars sa pression sur la Groenland en affirmant, peu avant la visite de son vice-président J.D. Vance, que les États-Unis devaient prendre le contrôle de l'île danoise pour des questions de sécurité internationale. Reportage sur les images de France 24. C'est une visite sous haute tension. J.D. Vance, le vice-président américain, doit se rendre au Groenland vendredi. Il va rejoindre son épouse Usha Vance, dont la visite était déjà prévue pour assister à une course de chiens de traîneau. Il va visiter une base militaire américaine. Vous savez, il y avait tant d'excitation autour de la visite du chat au Groenland vendredi que j'ai décidé que je ne voulais pas la laisser s'amuser toute seule. Je me joindrai donc à elle. Je vais rendre visite à certains de nos employés de la Space Force sur la côte nord-ouest du Groenland et je vais voir ce qui se passe au niveau de la sécurité au Groenland. Car Donald Trump n'en démord pas, il veut s'accaparer le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et internationale. Alors nous irons aussi loin que nous aurons besoin d'aller. Nous avons besoin du Groenland et le monde a besoin qu'on ait le Groenland. Sauf que le Groenland n'est pas de cet avis et le Danemark à qui il appartient non plus. La première ministre danoise a fait savoir qu'une telle visite inopinée est inacceptable et une manifestation est annoncée contre J.D. Vance. Une visite que la population ne voit pas d'un bon œil. Je ne suis pas très heureux de voir les Américains ici. Ils arrivent spontanément, sans rien demander. Ils viennent quand ça les arrange. C'est trop. C'est trop. Le Groenland n'est pas à vendre. Pour apaiser les tensions, J.D. Vance a annoncé une visite réduite au minimum, seulement sur la base militaire américaine. Une décision saluée par la diplomatie danoise. Mais reste qu'une telle visite d'un vice-président américain sans invitation est très rare et inhabituelle. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre la série intitulée Squid Game. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.